Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESNA. Aujourd'hui, je reçois Guylaine pour cette interview sur l'épilepsie. Merci Guylaine d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à notre communauté. Bonjour Carmen, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir accepté sur cette interview qui est réellement finalement très importante pour moi et qui me permet de m'exprimer sur un sujet qui m'est cher. Alors je m'appelle donc Guylaine, j'ai 52 ans. Je vis dans le sud-ouest de la France, mais je suis originaire de Bretagne. J'ai beaucoup bougé, hein, donc j'ai pas toujours été aux mêmes endroits, y compris à l'étranger. Ma vie a été composée de différentes choses. Au départ, voilà, une femme très ordinaire, une enfant ordinaire qui vivait petitement avec ses parents et ses sœurs. J'adorais déjà les animaux. J'étais très très liée à la nature et aux animaux. Bon, j'ai fait ma scolarité. J'avais beaucoup de chance de pouvoir étudier, donc j'ai quand même fait une scolarité assez longue. Je me suis retrouvée dans le monde de l'entreprise très jeune, hein, j'avais 25 ans, avec beaucoup de responsabilités. Et au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas réellement à ma place. Donc j'ai décidé de changer de vie. C'est là que je suis partie à l'étranger. Je suis devenue aussi consultante et formatrice indépendante. Et au retour en France, définitivement en 2018, j'ai décidé d'avoir mon chien, donc Patchy, un Golden Retriever. Ça faisait très très longtemps que je voulais ce projet et il s'est trouvé que chien adorable sur tous les plans, un chien qui me ressemble beaucoup et d'ailleurs j'en parle beaucoup dans le livre. Il s'est trouvé qu'en 2022, le 26 septembre, donc à peine 3 ans, il a fait un cluster épileptique, donc c'est-à-dire une série de crises qui ne s'arrêtent plus. D'où mon combat qui commence et que j'explique lors de ce livre. Alors effectivement, on va pouvoir parler de ton livre puisque aujourd'hui, bah, tu es auteur et tu l'as édité toi-même, tu l'as auto-édité. Mhm. Donc, ton livre, tu l'as intitulé Et quand le vent se lève. Donc, je voudrais que tu nous expliques le choix donc, pour ce titre-là. Alors, en fait, il est venu assez naturellement. C'est vrai que je suis quelqu'un qui écrit depuis toujours, mais qui n'est jamais franchi le cap d'éditer. Euh, et là, en fait, ça a fait écho en moi au fur et à mesure que je l'écrivais, parce que je me suis dit qu'il y avait aussi une mission à un moment donné pour transmettre des informations aux autres et que peut-être ça arrive moins et qu'on ait plus de moyens à notre disposition aussi pour réagir lorsque cela arrive. Donc pourquoi je l'ai appelé Quand le vent se lève? Parce qu'au fur et à mesure de mes expériences et surtout des formations que j'ai pu réaliser, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien très très important avec la médecine chinoise et ce qu'on appelle le vent du feu, fait le feu qui prend de le foie. Mm. Et tout est très bien expliqué sur le mécanisme du vent interne. Et c'est là que d'ailleurs, ça a pris tout son sens parce que c'est effectivement, quand une crise d'épilepsie arrive, c'est une tempête à l'intérieur de la maison, c'est le vent qui se lève et on doit faire avec les éléments presque de la nature incontrôlés, incontrôlables. Et on doit vivre avec en fait sur le moment et organiser tout le reste, tout ce qui tourne autour dans ce petit moment très particulier de la tempête qui dans la maison. Et c'était un peu le symbole de ce titre, et expliquer aussi que ce vent, en fait, il est là pour plein d'autres choses. Il est là pour être combattu, mais il est là aussi pour finalement, très certainement, qu'il m'amène moi sur un chemin que je n'aurais jamais pensé. Alors, avant de parler du contenu de ton livre, j'aimerais que tu puisses nous expliquer donc bah, ce qu'est l'épilepsie. Enfin, alors pas dans le détail et dans les termes, on va dire médicaux, mais enfin pour les personnes Bien sûr. qui ne sauraient pas. Mhm, Ce serait la question, qu'ils sachent un petit peu bah, en quoi ça consiste. Est-ce qu'il mhm, y a différents stades? Est-ce qu'il y a
une certaine récurrence? Enfin, comment ça se passe, au quotidien, par exemple, dès lors que les 1res crises, ont commencé avec Patchy? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Bien bah, le sûr. contexte, heu, Mhm. qui t'a, de toute manière amené à écrire ce livre et tu nous expliqueras plus tard pourquoi tu as eu Oui. besoin de l'écrire? Oui. Alors, en fait, moi, je suis très, très humble par rapport à cette maladie, hein, qui est très imprévisible et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Moi, j'étais pas du tout une professionnelle de la santé animale, donc j'ai appris au fur et à mesure. Et le jour où, effectivement, le cluster épileptique est arrivé, j'ai été traumatisée, hein, clairement. J'ai été bouleversée par cette première crise qui a duré très très longtemps, et chez moi, et ensuite chez le vétérinaire. On a eu énormément de mal à arrêter. Donc l'épilepsie, il y a plusieurs catégories d'épilepsie. Beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens peuvent déclencher une épilepsie, on va dire, entre l'âge de 6 mois et 6 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on la caractérise très souvent d'épilepsie idiopathique, c'est-à-dire finalement sans cause. Sans cause connue, sans cause réelle, sans cause qu'on puisse identifier clairement, puisque c'est une maladie multifactorielle, et surtout que la médecine vétérinaire aujourd'hui a du mal à comprendre les enchaînements. Donc, une fois que cette première crise arrive, effectivement, la maladie ne se guérit pas. On est sur une maladie chronique, très imprévisible. Il peut y avoir très fréquemment des crises, comme jamais, ou très rarement. C'est très difficile de savoir comment l'animal va évoluer. On a évidemment d'autres types d'épilepsie qui sont là beaucoup plus une réaction, soit par rapport à un phénomène d'empoisonnement, ça va être ponctuel, donc c'est réactionnel. Ça peut être aussi lié à une liaison, une tumeur. Voilà, donc là, on est sur une cause identifiée, et c'est beaucoup moins fréquent. On n'est pas souvent aux mêmes âges pour le chien. Là, je dirais que on a les moyens de combattre un petit peu la maladie, mais en tout cas, les mécanismes, en tout cas, de convulsions vont être les mêmes. On a deux types de crises d'épilepsie, donc de convulsions. Soit on est sur une crise partielle, donc c'est-à-dire que le chien va trembler, le chien peut baver, etc. Mais on ne va pas avoir de perte de connaissance. Et puis on a ce qu'on appelle aussi le grand mal, c'est-à-dire la crise d'épilepsie totale, généralisée, avec perte de connaissance, convulsions, tremblements. Il peut y avoir même des défécations, le chien peut uriner, peut japper, enfin, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sons, c'est assez violent, ça peut durer 1 minute la crise, mais ça peut durer aussi beaucoup plus longtemps. Et c'est là que ça devient d'ailleurs dangereux, puisqu'au bout d'un certain nombre de temps, on recommande en général d'injecter du Valium au Mmh, chien en intrarectal pour essayer de stopper le phénomène électrique, hein, tout simplement, hein, c'est ça, hein, c'est un phénomène électrique dans le cerveau. Euh, donc en fait, au départ, bien entendu, on est guidé par le vétérinaire, et après on fait le choix ou pas. Moi, j'ai fait le choix d'aller plus loin en service neurologique, de faire les examens nécessaires pour pouvoir confirmer vraiment le diagnostic, hein, d'épilepsie idiopathique, donc IRM, voilà, ponction du liquide céphalorachidien, toutes ces choses-là qui permettent aussi de vérifier qu'il n'y aurait pas, par exemple, une encéphalite, une méningite ou des choses comme ça. Donc d'accord. voilà comment ça se manifeste. Euh, il y a des chiens qui peuvent criser toutes les semaines, des chiens qui vont criser une fois par mois, des chiens qui vont criser une fois par an. C'est très très compliqué de savoir un petit peu comment Mmh. ça évolue. L'idée, c'est qu'en général, derrière un traitement allopathique qu'on va donner, c'est de diminuer au maximum le nombre de crises et d'en diminuer l'intensité. Est-ce que, dans ce que tu as vécu, est-ce que tu as pu, déterminer, identifier des facteurs déclenchants, par exemple? Ouais. Mm. Oui, j'en ai déterminé. Alors, mon grand combat a été justement de faire reconnaître que moi j'avais repéré des choses et qu'il fallait se battre là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai changé quand même assez souvent de praticien. Aujourd'hui, je suis suivie par un neurologue qui est très très à l'écoute et qui fait attention aux moindres choses que je peux lui dire. Donc moi aujourd'hui, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'émotionnel. Chez Pachi, beaucoup tout ce qui est énergétique, émotionnel, stress. On est un peu pareil hein, avec mon chien. Donc, Ah bon? on est deux éponges, voilà. On est deux éponges mutuelles. Et comme je le suis également, et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, je pense que Pachi et d'ailleurs on en parlera un peu, mais Mmh. il a pris un peu aussi tout ce que j'ai moi. Mmh.
pour me protéger un peu. Donc il y a ça, il y a le facteur émotionnel qui est peut-être un peu irrationnel, mais en tout cas il est là. Ensuite, on va avoir des éléments très très liés au parasitisme chez Pachi et aux problèmes intestinaux qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il y a des choses liées à ça. Et il y a aussi un mécanisme qui a été lié tout au départ, en tout cas toutes ces premières crises se sont déclenchées lors du repas. Donc on n'était pas sur des shunts hépatiques, mais on était juste sur le moment de la prise alimentaire. Donc un stress tellement fort au moment du repas qu'il déclenchait une crise. Donc là aussi, on a travaillé aussi sur la piste alimentaire. Et grâce à la communication animale, j'ai pu comprendre différentes choses et qui m'ont permis de comprendre que j'étais pas complètement dans le faux. Mm. Alors, étant donné qu'effectivement, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte, lequel va déclencher une crise, on ne sait pas forcément, mais c'est vrai qu'actuellement, les crises ont repris et on sait qu'on est en train de lutter contre le parasitisme et c'est ça qui déclenche aujourd'hui ces crises. D'accord. Donc du coup, là, ça représente combien d'années, donc tout ce combat, Ça va bientôt faire 3 ans. l'expérience? Ouais. 3 Ça ans. va bientôt faire 3 ans. C'était en septembre 2022 qu'il a fait ce cluster. Les 3 premiers mois, en fait, j'ai vogué, j'ai vogué au vent, hein. J'ai vogué à vue. Sans avoir aucune connaissance, en découvrant les choses au fur et à mesure. Bon, puisque la première fois qu'il a déclenché une crise, il faut savoir qu'il avait été vermifugé, qu'il avait eu un antiparasitaire chimique à la demande de mon vétérinaire et qu'il avait été vacciné. Donc j'insiste aussi sur le fait que le déclenchement n'est pas arrivé par hasard, même si d'autres, évidemment, phénomènes liés à mon chien en particulier sont là. Il y a quand même eu des éléments chimiques qui ont accentué euh, on Ouais. va dire, le Sont venus déclenchement de la aggraver. maladie. Ouais, Ou d'accord. aggravé, peut-être qu'il aurait eu autre chose sinon, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait que le déclencheur est arrivé. Mm, Et je pourrais pas dire, ah, je suis sûre que l'antiparasitaire, ou je suis sûre que le vermifuge, ou je suis sûre que le vaccin, mais en tout cas, tout ça, ça a contribué au déclenchement de la maladie mm. D'accord. Déclenchement ou à l'aggravation, parce ou que à l'aggravation. voilà, Exactement. d'accord. Alors, je voudrais te poser une autre question. Qu'est-ce que, ça a changé? Qu'est-ce que ça Mm, t'a apporté, malgré tout? Donc, cette pathologie, donc la rentrée de Patchy dans ta vie. Alors, je sais que tu as beaucoup voyagé, je sais que tu es imprégné d'autres cultures, mhm, puisque tu me l'as dit, hein, tu as pas mal voyagé, même sac à dos, et cetera. Hem, est-ce que cette maladie, ce combat, cette expérience que tu traverses, mm, est-ce que mm, ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie et quoi? mm. Bien sûr. Alors déjà, faut savoir que moi, je suis une hypersensible, hein, donc je me suis pas totalement décrite en termes de personnalité, mais je suis une hypersensible qui réagit très fortement et qui peut ressentir des émotions très fortement, qui ne les évacue pas forcément, mais en tout cas, elles sont là. J'ai, comme tout le monde, une vie remplie de blessures, voilà, de choses qui ont été compliquées. Je me suis construite très difficilement. Ça a été aussi le choix d'ailleurs de partir à l'étranger pour me reconnecter à des choses essentielles pour moi et notamment à ce besoin de liberté ou de compréhension d'où est ma place. J'ai vraiment besoin de ça. Donc effectivement, j'ai vécu 10 ans sac à dos dans des cultures totalement différentes et j'ai eu énormément de chance de vivre ça. Quand Pachi est arrivé, donc a fait sa crise, j'ai l'impression que vraiment le ciel s'abattait sur ma tête. Et je me suis dit, c'est pas normal que je vive ça encore maintenant, alors que j'ai cheminé, alors que j'avance dans ma vie, que Mmh, j'essaye de lutter contre des mécanismes qui sont les miens, alors que ce chien est extraordinairement gentil. Pourquoi lui? Enfin, je me suis sentie énormément coupable. J'ai été dans la colère. Ces 3 premiers mois-là ont été pour moi vraiment terribles. Et après, je me suis dit, bah maintenant, si c'est là, c'est que c'est pour quelque chose. C'est que mmh, ça doit m'amener quelque chose. Donc aujourd'hui, avec le recul, malgré la fatigue, parce que c'est vrai que j'ai quand même, oui, des moments d'épuisement, hein, mon livre en parle. D'ailleurs, cette fin d'année a été très compliquée pour moi. J'étais fatiguée émotionnellement, physiquement, psychologiquement, ça c'est certain. Mais le fait d'avoir posé et écrit ce livre, ça m'a fait le plus grand des biens, déjà.
parce que je l'ai évacué, parce que je sais que je suis pas seule non plus, qu'on est nombreux à vivre cette montagne russe, hein, qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais en même temps, Pachi me donne une force que je pensais que je n'aurais jamais eue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de me former tout en essayant de l'aider, en faisant des choix qui sont peut-être atypiques, Mmh, et surtout, ce que je n'ai jamais réussi à faire seule et que me donne l'opportunité de faire Pachi, c'est que j'apprends à vivre au présent. mmh, J'apprends à plus me retourner. J'apprends à plus penser à me dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et ça, mmh, c'est grâce à Pachi. mmh. D'accord. Mhm. Alors, effectivement, tu t'es formée également, à Mm. l'ESNA, donc tu es Oui, une élève de l'ESNA. oui, Alors non pas pour, t'installer ou pratiquer, ce que tu as appris, mais dans un premier temps, ça a été pour comprendre, oui. pour essayer de Mm. comprendre, pour voir s'il y avait d'autres alternatives ou d'autres choses plus naturelles pour pouvoir accompagner, la pathologie de Patchy. Exactement. Donc en fait, donc début 2023, alors que mon chien avait 9 cachets par jour, que c'était devenu un zombie, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus rien, il pouvait plus tenir debout, il faisait plus pipi tout seul, on ne dormait plus depuis des nuits, il passait son temps à manger. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Donc, si on n'arrive pas à m'expliquer finalement tout ce qui se passe, il faut que j'essaye de comprendre moi-même. Donc, je me suis formée tout d'abord à la nutrition auprès d'un vétérinaire en France qui a ouvert une formation pour essayer déjà de mieux comprendre, puisque je sais que la nutrition va jouer énormément sur l'épilepsie, sur d'autres pathologies, bien entendu, hein. C'est, je dirais, déjà ce qu'on met dans notre assiette à nous humains, mais pour les animaux, c'est la même chose qui va déterminer beaucoup la santé de l'animal. J'ai commencé par là. Et en mars, avril, j'avais pris contact avec le SNA pour dire, voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui d'autres alternatives, j'ai besoin d'accompagner mon chien différemment. Et donc, je me suis inscrite à l'ESNA et j'ai fait effectivement cette formation qui était super intéressante où j'ai appris énormément de choses. Donc, l'objectif était effectivement d'aider Pachi en premier lieu et puis rapidement aussi de transférer à chaque fois que je le pouvais des connaissances sur un groupe que j'ai créé dans l'été, hein, l'été 2023, donc un petit groupe sur Facebook avec des animaux malades, pas que épileptiques, mais des animaux avec des pathologies compliquées, Mmh. pour essayer tout simplement de donner des conseils de manière bénévole et ce que je peux savoir sans avoir du tout la vérité, sachant qu'un individu, c'est unique, hein, un Quelqu'un chien, est c'est un cas, unique oui. et on n'a pas la vérité absolue. Essayer de guider un petit peu pour moi, la clé, elle est dans le mélange, dans la complémentarité entre une médecine allopathique, dont on aura toujours besoin, mais également toutes les méthodes alternatives qui sont essentielles hein, pour de nombreuses pathologies. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça. Demain, ça me portera sûrement sur autre chose. Mais en tout cas, c'était cet objectif-là, oui. Mais du coup, sans rentrer dans les détails, puisque comme on a dit, un cas est un cas et de toute manière, on ne va pas dire quels sont les traitements, qu'ils soient allopathiques ou naturels, mais qu'est-ce que, ces approches naturelles ont apporté, en tant que, complément du traitement allopathique? Qu'est-ce que tu as pu toi observer, en termes soit d'évolution, Oui. d'amélioration, de stabilisation? Qu'est-ce que tu as pu toi constater lorsque tu t'es formé, que tu as commencé à apporter, donc ces alternatives-là naturelles en complément de son traitement vétérinaire? Alors c'est très simple en fait, et même ça, tu vas voir, c'est parlant, hein. Donc Patchy avait 9 cachets en janvier 2023. En juin 2023, il n'en avait plus que 3. Il n'a pas fait de crise pendant 18 mois, à partir de janvier 2023. Donc ça veut dire qu'en ayant baissé beaucoup l'allopathie, on a pu, grâce, évidemment, comme tu le dis très bien, à des choix qui ont été faits par rapport à Pachi, que ce soit en phytothérapie, en gémothérapie, en mycothérapie, enfin voilà, dans ces Mmh, différentes approches, communication animale, soins énergétiques, ostéopathie, acupuncture, il a eu tout ça, Pachi, biorésonance, etc. Donc par rapport aux choix qui ont été faits, il n'a pas crisé pendant 18 mois, ce qui est absolument exceptionnel, parce que mmh, compte tenu du démarrage de la maladie, le vétérinaire, voilà, a failli ne pas le sauver. Il a fait 12 heures de convulsions la première fois, hein. C'est un chien qui a été très, très lourdement touché par la première crise d'épilepsie. Et il était entre la vie et la mort, et on pensait vraiment les premiers mois qu'on n'y arriverait jamais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la complémentarité entre les deux a très bien fonctionné. Maintenant, c'est une maladie évolutive. mmh, Donc,
il faut continuer à se battre. Aujourd'hui, elle a repris, oui, mais c'est parce qu'aussi, je combats la cause, une des causes. Je sais que je suis en train de travailler sur une des causes. Donc forcément, il est fragile. Et également, l'allopathie qui lui est donnée, même si il en a besoin, je ne peux pas complètement l'enlever, euh, le fragilise sur, euh, sur ses défenses immunitaires, sur sa numération de formules globulaires, sur ses hormones, hein, la T4, enfin, la Mm. thyroïde est affectée, les glandes surrénales sont affectées. Donc, effectivement, c'est un chien qui ne peut pas se battre de la même manière contre les autres pathologies. Un chien épileptique n'est pas qu'épileptique. Et donc, la maladie, elle est évolutive aussi en fonction de ça, en fonction de l'âge qui avance. Donc, elle a repris, mais je continue à trouver d'autres alternatives. Je sais qu'il y en a d'autres et je me battrai jusqu'où je pourrai de toute façon pour lui, en particulier aussi surtout ces troubles gastro-intestinaux qui font partie d'une grosse problématique aussi pour lui. Mais oui, clairement, pendant 18 mois, la complémentarité et l'alternatif a été plus que positif pour Patchy. On a vécu de très bons moments grâce à ça. D'accord. Alors, je voulais Mhm. rappeler que tu as mis ta vie entre parenthèses pendant un certain temps, Oui. y compris ta vie professionnelle, Mm. pour pouvoir l'accompagner. Donc, Mhm. ça, c'est vrai que c'est une force de pouvoir le faire, une chance de pouvoir le Oui. faire. Tout le monde ne peut Mm. pas le faire, enfin, sachant que Mhm. on peut faire des choix dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix que tu as fait Mm. pour pouvoir l'accompagner? Alors en fait, en janvier 2023, déjà, bon, compte tenu des heures de sommeil que je n'avais plus et la fatigue, sachant que j'ai un travail où j'accompagne les gens, hein, je fais de l'accompagnement humain, la reconversion professionnelle, je suis formatrice également sur de nombreuses thématiques. J'avais pas l'énergie suffisante, donc il a fallu que je baisse le rythme, voire même je l'ai complètement arrêté à un moment donné, parce que bon, j'ai deux chiens, j'ai Patchy et j'ai Isaac, qui est un chien senior aussi que j'ai adopté. Et j'ai toujours considéré que si je faisais les choses, j'étais engagée. Mais pour tout, c'est comme ça. Donc Pachi est là dans ma vie et il m'apporte beaucoup de choses, donc je ne pouvais pas lâcher. Il fallait absolument que je trouve des solutions. Donc, étant indépendante, effectivement, et ne dépendant pas finalement d'un employeur, j'ai pu décider de mettre entre parenthèses des partenariats avec lesquels je suis aujourd'hui toujours et je continue à travailler, bien entendu, mais j'ai pu moduler mon rythme, ce qui est une grande chance, comme tu dis, parce qu'on ne peut pas tous le faire. Alors, une chance, mais en même temps, j'ai tout donné, hein, y compris financièrement. J'ai tout donné, tout ce que j'ai pour pouvoir aider mon chien, puisque je suis seule avec eux. Je regrette absolument rien, je referai la même chose, même si aujourd'hui j'aime pas utiliser ce terme de sacrifice parce que c'est pas vrai, c'est volontaire, mais en même temps, certains diraient c'est des sacrés sacrifices. Maintenant, c'était vraiment voulu et je suis heureuse de l'avoir fait. Ça veut dire que de toute façon, déjà mon travail qui était en présentiel est passé totalement en distanciel. Mm. Que moi également, sur les problématiques de santé que j'ai aussi, je me soigne différemment. Que je sais que j'ai des moments où je dois avoir des pauses pour me reposer avec lui. Voilà, tout ça, je le fais à son rythme. Et je fais des choix, effectivement, j'ai beaucoup moins de choses. Je ne vais pas au restaurant, ma vie sociale, elle est complètement limitée. Mais en fait, elle est tellement riche avec autre chose que m'apporte Patchy sur les découvertes de moi, de Mm. moi-même, hein, sur le chemin, on va dire aussi scientifique, médical que je mène, hein, qui étaient des thématiques qui me plaisaient beaucoup quand j'étudiais, puisqu'aujourd'hui je me forme aussi à la médecine chinoise. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas fait ce choix-là. Mm. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais retrouver aussi un équilibre avec, au niveau professionnel, quelque chose derrière qui m'apporte tout simplement cette cohérence, cet alignement avec ce que je suis devenue. Mais j'ai confiance. Je sais que les choses, elles avancent petit à petit. Oui. Et puis tout arrive quand ça doit arriver également. Exactement, exactement, Bah, c'est vraiment génial qu'il puisse, il a contribué un petit peu à ta transformation, à ta exactement, transmutation exactement. et effectivement bah, cette recherche de qui tu es vraiment, Mhm, tu es en train de devenir. mhm, Et c'était important effectivement que tu nous parles de ça parce que à la base, c'est pas du tout la vie que tu aurais, euh, mhm, mhm. enfin que tu as vue pour toi en tout cas, ou que tu Non. penses, ou que tu pensais avoir.
Et Mhm. effectivement, ce ne sont pas des sacrifices dès lors qu'on fait le choix de mettre quelque chose de côté pour pouvoir œuvrer et accompagner Exactement. comme on doit le faire. C'est vrai que d'autres personnes ne peuvent pas ou n'ont pas fait ce choix-là et je pense qu'il faut une force intérieure incroyable Mhm. pour pouvoir mettre Alors, en parenthèse sa vie. je crois que chacun, voilà, mène son chemin comme il doit le mener. Moi, le mien, il a toujours été fait de choix un petit peu sûrement différents, sachant que moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, hein. Enfin, j'avais des idées, j'avais des choses que j'aimais, des thématiques que j'aimais. J'adorais l'école, donc c'est vrai que j'avais le choix. Mais j'étais très attirée par tout ce qui était biologie à ce moment-là, la génétique. Et puis, bon, il se fait que je n'ai pas fait ces études-là et que finalement, c'est Pachi qui m'y ramène. C'est ça Mm, qui est extraordinaire. Moi, quand j'accompagne des gens aussi à la reconversion, je leur dis toujours d'écouter beaucoup leurs rêves et leur cœur. Alors, c'est pas toujours évident, hein, attention, on mm, a la vie de tous les jours, on a des factures à payer, on a la réalité qui nous mm, rattrape, donc on peut pas non plus faire toujours que ce qu'on veut. Mais finalement, quand on est sur un chemin comme ça chaotique, soit finalement, ben, on prend justement le vent dans le bon sens, soit le contraire, et là finalement on lutte en permanence, et c'est pas possible. mm, Donc, même si oui, je le dis, j'ai des moments de fragilité quand Pachi est vraiment pas bien et qu'il y a des grosses crises et des périodes compliquées, c'est effectivement difficile. Mais en même temps, euh, moi, cette découverte aujourd'hui, elle est là pour, même au niveau symbolique, quand on regarde l'épilepsie, on sait que l'épilepsie, c'est comme un événement de mort cérébrale, en fait, ou de mort imminente, c'est la même chose. Et après ça, on a forcément un renouveau. Et donc, grâce à lui, finalement, je crois qu'il est en train de me dire, il est temps que tu t'écoutes aussi, et il est temps que tu fasses les choses pour toi. mm. Et à travers Pachi, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis au quotidien. Euh, Une cette place que j'ai renaissance. cherchée longtemps, comment? Une renaissance. Exactement. Cette place que j'ai cherchée longtemps, il me l'amène déjà au niveau, tout ce que j'apprends, je suis absolument passionnée. J'ai envie voilà, d'en parler, tout simplement. J'ai aussi envie que les gens soient plus informés. Et puis, ce livre, ce n'est pas que l'épilepsie, c'est ce qui vous arrive, un moment difficile qui vous arrive dans la vie, il est là pour quelque chose. Mm, C'est ça ce message aussi. C'est-à-dire que même si on me voit à des moments du livre très fatigué, très déprimé, avec des moments où j'y arrive pas, c'est aussi comprendre que, bah, Guylaine, il faut que tu lâches le contrôle, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible en fait. mm. Et ça peut arriver à tout le monde si on sait prendre l'événement dans le bon sens, tout simplement pour que des fragilités ou des choses dans notre nature qui ne sont pas, finalement, qui ne sont pas positives pour nous, on les transcende et on aille vers autre chose. Mm. Est-ce qu'on peut dire que Pachi et sa pathologie t'ont appris l'acceptation? Tout à fait. Mm, Ouais. Oui, je pense, malgré tout le chemin que je fais depuis longtemps, l'accompagnement également que je fais depuis longtemps, euh, Pachi me montre que j'ai pas le choix, je dois juste accepter ou en tout cas admettre que ce qui se passe, c'est un événement comme un autre. Il m'aide à contrôler, à plus contrôler, pardon, c'est un lapsus encore révélateur parce que j'y suis encore dedans. Il m'aide à moins contrôler, il m'aide à accepter que je ne peux pas tout sauver, hein. Je suis un peu la sauveuse éternelle, moi, hein. J'ai toujours été dans cette symbolique-là. Je ne peux pas tout sauver et que plus je lâcherai prise et plus finalement les moments intenses que je vais vivre avec lui seront longs. Euh, et puis quoi qu'il arrive, et je l'explique aussi un petit peu dans le livre, une relation que j'ai eue avec une petite chienne quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, c'est pas parce que ma chienne elle est partie devant moi que qu'aujourd'hui, je dois faire la même chose avec Pachi. En fait, c'est une autre histoire, hein. J'ai pas besoin mm, de toujours lutter contre du passé. En mm. fait, c'est un peu ça. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors, sur ton livre, tu abordes également l'élevage Mm. et Mhm. l'importance de ce que l'éleveur peut apporter Mm. aux animaux. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors l'élevage, je pense aujourd'hui qu'il y a de très bons éleveurs et qu'il y a des éleveurs qui sont moins à l'écoute de leurs animaux. Voilà, Mm, tout simplement. Euh,
qu'on n'a pas assez d'informations sur également ce que font les éleveurs, ou peut-être qu'il leur manque aussi parfois tout simplement des choses fondamentales sur l'émotionnel de l'animal. Moi, grâce à des communications animales, je ressentais beaucoup de choses sur le passé de Pachi. Et lors de communication animale, j'ai appris des choses qui finalement ne m'ont pas étonnée, mais qui m'ont beaucoup perturbée. Euh, Parce qu'en fait, un chiot, quand il arrive, même quand il est dans le ventre de sa maman, il est émotionnellement déjà impacté par beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que... voilà, le chien est un produit, hein. Le chien est avant tout un être vivant. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse vraiment aussi prendre conscience que faire naître des bébés chiots, c'est aussi important que pour finalement un enfant qu'on fait naître, on est en train de lui transmettre des choses. Donc de la bienveillance, une bonne nutrition, des soins adaptés, euh, on va dire de l'interaction avec le chiot et pas non plus de choses cachées à celui qui va l'adopter. C'est des choses qui font que on commence mieux la vie avec son animal. Alors oui, ça me parle totalement puisque je suis éleveuse également canine, donc effectivement, c'est vraiment très important l'acte de reproduire, de faire reproduire des animaux. Mhm, Et c'est vrai que bah, souvent j'en parle lors des interviews pour les SNA. euh, mhm, je déplore un petit peu certains de mes collègues éleveurs qui ne prennent pas en considération la partie énergétique, la partie émotionnelle, exactement. et qui est très 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 importante. Et je dirais même, comme pour nous, ça se passe avant même la gestation. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très important puisque ça va dépendre, derrière ça va dépendre l'équilibre du chiot, Mhm, s'il va être bien dans ses pattes ou pas. Également, l'âge à laquelle il va partir de chez l'éleveur, tout à ça a fait. vraiment une importance. Tous ne sont pas prêts à 8 semaines. D'un point de vue émotionnel, donc ce que j'appelle le sevrage émotionnel, ils sont pas prêts à partir, ils sont pas prêts à quitter leur maman, leur fratrie, même l'humain qui s'occupe Mhm, de lui. Donc mhm. c'est vraiment un aspect très, très important effectivement, à prendre en considération et comme toi, bah, j'invite, tous les particuliers, tous ceux qui veulent faire l'acquisition d'un chiot, à interroger l'éleveur là-dessus et à observer et aller rendre visite à l'élevage et s'ils ont choisi un chiot, de garder le lien, de suivre, d'observer les vidéos, et l'interaction, du chiot, le comportement et le tempérament, s'ils sont loin, qu'ils peuvent pas être tout le temps chez l'éleveur, parce que l'éleveur ne peut pas non Mhm. plus recevoir tout le monde tout le Bien temps. sûr. Mhm, Mais c'est super important pour, déjà développer le lien avec, le chiot, mais aussi de voir un petit peu, bah, son tempérament et comment il réagit. bien Et ne sûr. et ne pas vouloir à tout prix un chiot à 8 semaines, et bien s'assurer qu'effectivement, bah, quand il part, il Il part, est il prêt. il est Mhm, prêt. Il est ouais, prêt non seulement d'un point de vue physiologique, mais prêt d'un point de vue également émotionnel. bien sûr. Et ça, c'est vraiment très, très important. Mhm, Alors, mhm, merci pour ton avis là-dessus. Alors je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, à poser, par écrit ton histoire avec Patchy? Alors mhm, certainement, une sorte de thérapie, sans doute même. mhm, Mais avant de te dire: «Ça va être une thérapie», qu'est-ce qui t'a motivé? Quel a été ton leitmotiv pour dire, «Je veux écrire cette histoire»? Hem, Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Donc, dans quel mhm. objectif? Pour qui, tu l'as fait? Donc, dans un premier D'accord. temps, je pense pour toi, mais, inconsciemment, pour qui l'as-tu fait? Oui, alors pour moi, au départ, c'est sûr, bien entendu, il y a une forme de... Je pose, on va dire. Je pose par des mots, je me libère, j'évacue tout ce stress, c'est Mmh, certain. Et comme j'ai toujours écrit, mais que je n'avais jamais construit un livre, et que à des moments phares où j'étais pas bien, où Pachi faisait beaucoup de crises, et ça me faisait énormément de bien d'écrire, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus d'écrits. Je me suis dit, il faut que je construise quelque chose. Et là, pour qui? Bah, avant tout, j'ai voulu l'écrire
pour tous les humains, pour tout le duo humain-animal, et duo humain-animal, quel qu'il soit, hein, je ne parle pas que de chiens épileptiques ou même de chats, enfin voilà, qui vivent quelque chose de fort avec leur animal et qui un jour vont peut-être vivre la maladie ou vont vivre le décès, en tout cas, vont vivre quelque chose qui va les marquer à vie. Et donc déjà, c'était ça. C'était transmettre des clés à tous ces gens-là. En particulier, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses sur l'épilepsie, que les gens se sentent moins seuls parce qu'on est souvent pas très compris, en fait. Quand on fait le choix comme ça de s'isoler, d'expliquer qu'on est traumatisé face à un chien qui convulse devant nous pendant des minutes, et on nous dit: «Bah, oui, bah, c'est rien, c'est une crise d'épilepsie», sauf que quand on l'a jamais vécu, oui, on peut peut-être le dire. Après, certains vont le vivre moins intensément que d'autres, ça, je peux l'entendre, mais certains sont vraiment traumatisés. J'en connais bon nombre aujourd'hui, hein, sur l'épilepsie et la plupart de ces gens sont obligés d'aller travailler le matin et de laisser leur chien enfermé, dans la maison et le retrouver parfois dans un très mauvais état. Donc ça, je sais que c'est très traumatisant et très culpabilisant pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, c'est déjà se sentir moins seul, ce livre. Donc c'était déjà aussi pour eux, en hommage à tous ces animaux qui finalement sont là pour nous apporter quelque chose, mais tous les humains qui s'en occupent. Et puis également, c'est aussi pour moi un geste qui permet, je l'espère, à des professionnels, donc j'entends tous les professionnels de la santé animale, les vétérinaires qui peuvent ne pas forcément être d'accord avec ce que j'écris, mais c'est pas grave. Les vétérinaires, des professionnels du monde allopathique, des éleveurs, des pet-sitters, qui se rendent compte aussi de notre vécu, des Mhm. difficultés qu'il y a derrière si on veut le faire correctement, de choix qui peuvent être complexes, effectivement liés à la vie professionnelle, liés à la vie financière, liés à la vie sociale, qu'il y a derrière de parfois de cette scission hein, qui peut exister, de cette incompréhension. Tout simplement qu'on constate le quotidien qui est finalement très peu connu et en plus presque moqué, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas dire à votre employeur le matin, j'ai pris une journée parce que mon chien fait une crise d'épilepsie. Hein, d'accord? Ça, on peut pas. Or, moi, aujourd'hui, bah, par exemple, mercredi dernier, Pachi a fait une crise. J'étais en visio, j'ai dû tout arrêter. J'ai eu la compréhension des personnes qui étaient en face, mais j'ai pas eu l'autorisation à demander. J'ai pu le faire moi-même et ça, c'est une grande chance. Et donc, je veux dire à tous ces gens qui lisent le livre, que en fait on ne choisit pas hein, cet instant et qu'on fait comme on peut, que si on doit aussi peut-être s'isoler à ces moments-là, comme on le ferait pour n'importe quel membre de notre famille, on le fait juste parce que c'est normal d'accompagner notre animal en fait. Et j'aimerais que tous les aidants familiaux et tous les gens qui gravitent autour comprennent que nous aussi on est dans cette logique-là en fait. Alors effectivement, le mot aidant, ça fait partie de ta démarche aujourd'hui, c'est-à-dire que pour, nous, humains, c'est reconnu, donc le statut de aidant, mais Oui, pas pour les animaux. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, tu voudrais que ce soit reconnu, Mm. ce statut-là, comme toi, tu as dû Mm. arrêter ou mettre entre parenthèses ou ralentir ton activité professionnelle pour pouvoir accompagner, Patchy. Mhm. Aujourd'hui, ça fait et ce livre-là, tu me l'as dit lorsqu'on a préparé cette Ouais. interview que, bah, ça contribue également à ça. C'est tu voudrais que ce statut-là soit reconnu pour Ah un oui, aidant j'aimerais. animalier. J'aimerais même que aujourd'hui, si on pose une journée parce qu'on est débordé, parce qu'il faut courir chez le vétérinaire, parce que j'aimerais qu'on considère que ça a du sens, que c'est pas là par hasard, et c'est vrai un vrai combat. Donc oui, un statut d'aidant qui est obligé quelques mois ou quelques semaines de mettre sa vie entre parenthèses, ce serait important qu'il y en ait un, ouais. Et qu'il y ait des reconnaissances derrière de ce qu'on vit, oui, oui, ce serait très très important, je pense. Mhm. Alors, je voudrais revenir maintenant sur, une symbolique, enfin, qui est chère à mon cœur. C'est qu'on dit souvent, «Mon animal, mon miroir». À travers toutes les interviews, en tout cas un certain nombre que j'ai pu faire, nous avons évoqué le fait que les animaux ne rentrent pas dans notre vie par hasard. On pense les choisir, mais c'est eux qui choisissent et ils ont des missions bien précises et bah, la plupart du temps, effectivement, ils vont, nous renvoyer, bah, notre propre image dans le sens où, pas l'image physique, mais plutôt énergétique et émotionnelle. Mhm.
Donc, on a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le développe aujourd'hui, avec le recul que tu as, Mmh. l'expérience que tu as, la Mmh mh. spiritualité que tu as également. Heu, Mmh. mmh, qu'est-ce qu'il est venu faire Patchy dans ta vie? Déjà, il faut savoir que quand j'ai été choisir Patchy à l'élevage, donc il y avait plein de petits chiots, hein, autour de mes jambes. Je savais pas lequel choisir, ils étaient tous pareils, ils étaient tous mignons et j'ai dit: «Bon, je vais attendre, je vais voir» et en fait, Patchy, c'est dans mon sac à main. Il s'est enfoui dans mon sac à main. Donc déjà, il s'est passé quelque chose au niveau énergétique. Mmh, C'est obligatoire, hein, voilà. On dit souvent, hein, que l'animal mmh, vient choisir l'humain et donc effectivement, c'est Patchy qui a rejoint ma vie. J'ai su aussi grâce à la communication animale, à ce qui a été fait, que c'est un chien qui a souffert d'un lien compliqué avec sa maman au moment, de l'allaitement en particulier. mmh, Hem et moi j'ai eu une construction difficile aussi, au niveau, de ma propre vie avec ma maman. mmh Donc voilà, c'était le premier miroir, très certainement. mmh, Hem et puis après des miroirs, il y en a plein, en fait. Il est tout aussi hypersensible que moi ou moi je suis hypersensible. Enfin, je sais pas qui a copié lequel est arrivé en premier finalement quand on réfléchit dans l'ordre, mais on a cette, hypersensibilité, je pense, ce sens hem, comment dire? D'être au service de l'autre, de pas vouloir faire de bruit, d'être toujours, un petit peu, on va dire, en «gentil» entre guillemets, de vouloir faire les choses pour les autres et de pas s'écouter et de passer souvent en dernier, hein. Patchy passe toujours en dernier, hein, aux alentours, quand il est avec d'autres animaux. Il va toujours donner aux autres et on est identiques. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un miroir en termes de sensibilité, en termes d'énergie, de contrôle, et de place que l'on cherche en fait, tout en essayant de s'effacer à certains moments. Il y a aussi un rapport à la nourriture qui est très important et qui a fait écho, très vite, avec Patchy. Moi, j'ai été malade anorexique et Patchy est boulimique. Donc dans l'autre sens, on a des troubles de comportement alimentaire, donc je le gère bien, hein, mais les premiers mois de son arrivée, Patchy ne s'arrêtait jamais de vouloir manger. mmh, Donc là, c'est pareil, il s'est passé des choses à l'élevage, je l'ai su après. Mais en tout cas, il a un rapport à la nourriture, qui est complexe, donc il y a eu ça aussi et je l'explique aussi, dans le livre. Hem Et donc, bah, tout ce que je fais pour lui, je le fais pour moi, hein, aussi, avant tout. On le fait ensemble. Donc quand j'expliquais tout à l'heure qu'en fait, lors des premières, essayer de comprendre ce qui se passait, lors d'une des premières communications animales, on m'a dit: «Mais en fait, votre chien, lors de la première crise, il a pris les nœuds dans votre tête». Donc c'est vrai que sur le coup, c'est très culpabilisant, hein. Je vivais un moment compliqué dans ma vie privée, au niveau, de mon couple, que je n'ai plus aujourd'hui. Je vivais des choses très compliquées. Et c'est vrai que j'avais, plein de choses en même temps, le livre en parle, que je n'arrivais pas à résoudre. Plein, plein de choses. Et c'est là que Patchy a fait sa crise. Alors après, oui, il y a d'autres choses très concrètes, hein. J'ai parlé de l'antiparasitaire, des vaccins, j'ai parlé de plein d'autres choses. Mais ça n'empêche qu'il a développé cette maladie-là et pas une autre. Donc cette maladie qui est, je mets mon cerveau ailleurs, en stop, en fait. Mon âme s'en va de mon corps. Je n'arrive plus à tout régler. mmh. Donc c'était à moi de la comprendre, cette symbolique. Donc oui, c'est une maladie qui ne peut pas se guérir, mais en tout cas, on peut quand même bien vivre à côté. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de lui donner, toute moi en me construisant, comme je veux aujourd'hui, tout simplement me libérer de choses, pour libérer Patchy, en fait. Donc on travaille en parallèle, euh, tout simplement sur le côté émotionnel et énergétique. Ouais. D'accord. Mais il y a eu cette prise conscience de ta part en te disant, alors, moi, ce que je dis souvent, puisque je fais des conférences autour de cette thématique-là, c'est qu'il faut surtout pas culpabiliser. Alors au début, Oui. bien sûr qu'on culpabilise quand on nous dit, Au début, oui. voilà, mon animal est mon miroir, donc quand on Mm. nous dit, bah, souvent, il va prendre, la maladie, à son humain ou la pathologie quand celle-ci est trop importante et que, elle l'humain ne pourra pas la gérer, seul, donc c'est l'animal qui va la prendre en charge. Mm. Donc beaucoup de d'humains vont culpabiliser, mais il faut pas culpabiliser, il faut justement le but, c'est de réagir.
de bien sûr. réagir à ça et de prendre soin de soi. Et comme tu dis, en parallèle, prendre soin de son animal, puisque le but Mhm. du renvoi en miroir et de la prise en charge par l'animal, c'est ça, c'est que l'humain ne s'enfonce pas dans une culpabilité qui va le tirer plus vers le bas énergétiquement, mais qui est une réaction et qui se prenne en charge tout en prenant en charge son animal. Et cette prise de Exactement. confiance chez toi, bah, elle est très belle. Et la réaction que tu as face à ça est énorme parce que Mhm. moi, Mhm. je connais beaucoup d'humains qui se sont oubliés davantage au lieu de prendre conscience qu'il fallait réagir et surréagir même. Bah, du coup, là, ils ont porté cette culpabilité qui les a tirés encore plus vers le bas et qui n'a résolu rien du tout, qui n'a apporté aucune solution ni pour l'un ni pour l'autre. Je t'avoue que c'est ce que j'ai vécu les premiers mois, les premières semaines, hein. On est dans la colère et la culpabilité. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et en fait, c'est stérile parce qu'on n'avance pas comme ça. Faut agir à un moment donné, on met des choses en place. On résoudra pas, on refera pas le passé. En revanche, si cet événement il est là, c'est forcément qu'il est quelque part utile sur mon chemin, sur le chemin de Patchy également. Donc c'est là que je me suis dit, bah, après. Tu prends les choses en main, hein. Ça n'empêche pas que, et c'est très bien dit dans le livre, il y a des moments d'extrême fatigue où on redescend. Mais ça, ça ne peut pas être complètement linéaire quand on vit cette maladie-là. Et là aussi, je me rends compte que plus le temps avance, et même si la maladie a repris, et plus j'arrive à prendre de recul. Oui, quand la crise, elle est là, c'est pas agréable du tout, mais je rebondis beaucoup plus qu'avant, tout simplement parce que j'ai mis en place des choses aussi pour moi. C'est-à-dire que je pouvais être des semaines et des jours émotionnellement très atteinte. Aujourd'hui, bon, la journée, la journée qui suit, elle est impactante, oui. Et puis après, bah, je repars de plus belle et j'ai encore plus envie de me battre. Et ce qui est vrai que c'est pas quelque chose que je me serais sentie capable de faire au départ. Donc cette culpabilité, oui, elle est là au début. Et je pense que tous les humains le vivent. Mais après, c'est nous qui avons les clés, c'est nous qui pouvons faire changer les choses, en fait. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas le choix. Et ce que tu dis très bien, une fois que ce stade il est passé, c'est comprendre que finalement, c'est indissociable. On ne peut pas guérir l'un sans guérir l'autre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me former en médecine chinoise traditionnelle pour humains, hein, aussi. Parce que même si je fais pas mal de choses sur Pachi en acupression, etc., que je l'accompagne beaucoup, je sais qu'il y a des mécanismes, et ça, la médecine chinoise l'explique très bien, tous les mécanismes qui sont liés à l'énergétique et aux émotions, et qui sont des vecteurs de déclenchement de pathologie. Si on ne gère pas non plus l'humain, bah, tout simplement, on ne gérera pas son animal. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Mm. Ça tiendra pas, effectivement. Ouais. Alors, je voulais te demander, donc tu as décidé aujourd'hui lorsque tu as écrit ton livre, de l'auto-éditer pour Mhm. beaucoup de raisons, notamment aussi des raisons financières, mais surtout pour une raison que, enfin, tu m'en as parlé, puis je t'ai entendu lors de tes lives l'exprimer également. Mhm. Heu et je trouve ça vraiment, génial. C'est que tu souhaites, toi, distribuer dans un premier temps les premiers exemplaires pour Mhm. savoir, qui sont tes lecteurs. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Ouais. Alors, j'ai voulu l'auto-éditer, effectivement, parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un qui fait toujours les choses toute seule. Et puis, on en a parlé un petit peu. Dans le contrôle. J'ai été dans le contrôle. Je le suis encore, bien sûr. Mais je fais les choses seule. Je me suis construite seule sur tous les plans. Et ce livre, c'est mes tripes, en fait. Mmh. D'ailleurs, il y a quelques coquilles qui sont restées dessus. Vous verrez, il y a quelques fautes qui sont restées, malgré mes corrections. Je pense qu'il y a des enregistrements qui n'ont pas été bien faits. C'est la preuve que c'est moi qui l'ai écrit, hein. C'est pas Oui, mais ChatGPT, tu n'es c'est pas la vraiment mon seule. livre. Voilà. Il y a des pros qui, on trouve Il y a aussi des fautes qui sont oui. restées, je m'en excuse par avance, mais bon voilà, c'est qu'en fait je suis quelqu'un d'ordinaire qui fait les choses seule et j'ai voulu l'auto-éditer. La première des raisons, c'est que oui, moi je mets un petit mot à chacun sur un marque-page et j'ai envie de savoir qui va lire mon livre. Mmh. Et en plus, ce retour après que j'ai, ce qu'ils ont ressenti, etc., c'est très important. Est-ce que je leur ai apporté quelque chose? Est-ce que je les ai aidés à comprendre? C'est important, c'est pas juste un lien sur une plateforme. C'est très différent pour moi. Alors, je l'ai fait sur les 200 premiers livres, j'en ai vendu deux tiers,
à peine trois quarts ouais, deux tiers, j'ai dû vendre à peu près. Donc c'est bien, j'en ai encore. Évidemment, l'idée, c'est que ça continue à avancer. Euh, il y aura certainement une deuxième étape, mais là, c'est vrai que ce que je voulais faire, c'était ça. C'était vraiment avoir ce lien, pouvoir moi-même envoyer le colis. C'est comme je termine en fait, je termine mon action. C'est pas, je la donne à quelqu'un d'autre. Je vois le résultat jusqu'au bout. Ça, c'est Alors, important. tu es très, très transparente là-dessus, donc tu expliques Ouais, qu'en fait, tu en as auto-édité 200, d'accord? ouais, ouais, Que tu viens à peine de rentabiliser puisqu'il fallait que tu ouais, en vendes 110 ouais. et que peut-être qu'une fois que tu auras vendu les 200 exemplaires, à ce moment-là, éventuellement, on pourra le trouver sur d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, Peut-être, ouais. Ouais. voilà, peut-être ces points d'interrogation, tu vas voir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui veut se procurer ton livre, comment est-ce qu'il doit faire? Alors, il m'envoie, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux, ils peuvent m'écrire, hein, Guylaine Golden, je suis connue, ou sur Patchy sur Instagram, ou sur Guylaine Thiebaud sur LinkedIn. Après, il y a quand le vent se lève 2025 @gmail.com, c'est le mail, hein, c'est Ouais, le titre du livre je le avec l'année. mettrai, voilà, je le mettrai Voilà. en lien, enfin en description de la Voilà, et vidéo. je prends en charge la commande, je m'occupe de l'envoi et du lien de paiement, et ça se passe tous les jours comme ça, et ça se passe bien. Effectivement, pour les 115, 120 premiers vendus, ça s'est très bien passé. Et comme tu le dis très bien, voilà, je rentre juste dans mes frais d'impression pour le moment, dans mes charges, puisque c'est un revenu. Et si petit bénéfice il y a, évidemment, tu te doutes que c'est pour Patchy. Mhm. Tout à fait. Voilà. Alors, derrière tout ça, maintenant, aujourd'hui, il y a un projet. Mhm. Il y a un projet. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet? Alors, il y a plusieurs choses à l'intérieur. C'est que déjà, le petit projet du Manipat, ça a fait germer des choses en moi, hein. Après, j'ai écrit mon Ikigai, j'avance sur des projets de vie. C'est vrai que, il y a peut-être une idée de reconversion derrière pour moi, hein, pour passer réellement à autre chose. C'est-à-dire que je me suis aussi formée en me disant, pourquoi pas moi également aussi être à l'initiative d'autres projets derrière. Alors, j'aimerais beaucoup être là pour informer, peut-être pour des podcasts, pour que peut-être que ce livre, il aille plus loin. Bon, aujourd'hui, j'ai deux maisons d'édition quand même qui m'ont contacté. Bon, je verrai, mais en tout cas, je rêverais d'être un relais voilà, dans ce combat, on va dire, duo humain-animal, de pouvoir informer, de pouvoir peut-être faire un podcast, de pouvoir peut-être être là comme voilà, sur une radio, j'en sais rien, mais en tout cas pouvoir animer des choses qui me sont chères et que je connais mieux évidemment qu'il y a 3 ans, voire même, soyons fous, imaginer la création de tiers-lieux avec une complémentarité avec les différentes médecines vétérinaires, pour que bah, tout simplement les humains qui vivent ça soient moins perdus que je l'ai été, en fait. C'est ça, en fait, c'est qu'on est perdu au départ. On n'est pas guidé, on n'a pas de relais. Donc, pour être ce soutien et construire des choses autour. D'accord. Bah écoute, on souhaite que ça se réalise. Et puis maintenant, te connaissant un peu, je pense que tu es sur le bon chemin. Super. Euh, et j'espère que bah, tous ceux qui nous regardent pourront partager cette vidéo, pourront la faire voyager, d'une part pour faire connaître bah, le combat de l'épilepsie, mais également qu'il y a des alternatives complémentaires à des traitements allopathiques qui peuvent équilibrer, stabiliser, maintenir et qu'on peut vivre comme ça et faire vivre son animal comme ça. Et qu'il faut beaucoup de détermination également pour et faire les bons choix Ouais. pour pouvoir tenir parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui n'est pas évidente tous les jours. Aujourd'hui, juste avant de clôturer notre interview, encore une fois, on a fait le choix de ne pas parler de nom, de traitement spécifique parce Oui, qu'encore bien sûr. une fois, un cas est un cas. Mais en revanche, pour tous ceux qui seraient amenés à vivre ce que tu vis et ce que tu as vécu au début, avant de trouver des solutions, soit de prévention, soit qui vont amener du confort, lorsqu'une crise arrive, en attendant de pouvoir aller chez le vétérinaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que j'aurais adoré le savoir, en fait, avant, même si on se dit ça n'arrivera jamais.
Mais bon, alors, le plus possible, garder son calme, évidemment, même si moi, je n'étais pas du tout calme, hein. La première fois, j'ai fait tout ce que je n'aurais pas dû faire, effectivement, sachant que j'avais les 2 chiens aussi. Il faut toujours essayer d'isoler le chien, c'est-à-dire, le mettre en sécurité. Le mettre dans l'obscurité, qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de bruit, caler sa tête avec des coussins pour pas qu'il se cogne trop fortement et isoler tout le reste. C'est-à-dire, les autres chiens, on les met ailleurs, on les isole et on attend. On attend et on attend. On chronomètre si on peut. C'est-à-dire que si, voilà, au départ, on n'a rien, hein. Après, bien sûr, on chronomètre pour savoir s'il faut utiliser le Valium ou pas, mais on chronomètre si on peut et on attend. Et surtout, au moment où le chien va reprendre connaissance, donc ne pas le toucher, le Mm. laisser toujours dans cette obscurité, sans bruit, qu'il puisse retrouver sa motricité. Des fois, c'est long, hein, ça peut prendre des minutes ou des quarts d'heure, hein, ça peut être long. Qu'il puisse retrouver la vue, pour certains, ils les perdent complètement, et ne pas interagir avec lui. Alors, c'est impressionnant, hein, moi, il arrive, Pachi, que bon, bah voilà, hein, je sois contre le mur et il me monte dessus avec les crocs, mais il faut attendre. Il faut attendre, il faut essayer d'être le plus calme possible, se mettre dans sa bulle, Mm. et il va revenir normalement à lui. En revanche, là, c'est vrai qu'une première fois, il faut tout de suite appeler le vétérinaire, hein, parce que c'est rare que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'une crise comme ça violente, il faut aller le faire voir au vétérinaire, il faut qu'il mette des traitements peut-être en place, ou en tout cas, s'il n'y a eu qu'une crise isolée, c'est lui qui vous dira ce qu'il doit faire. Si on attend la prochaine crise, s'il y en a une, ou s'il décide de faire quelque chose, ça c'est le vétérinaire qui doit savoir. Mais en tout cas, la première crise, c'est ça. Et puis toute, hein, c'est je mets en sécurité le chien, j'isole tout le reste, obscurité, calme, et on attend. Pas d'interaction, pour ne surtout pas électriser encore plus son cerveau, pour que le calme le plus possible revienne, sachant que il faut des heures, hein, ensuite avant que le calme revienne. Pachi, il a besoin de manger après. Il est très fatigué, il a dépensé énormément d'énergie. Donc, je lui donne un peu à manger à la main, tout doucement, parce que sinon, il pourrait s'étouffer. Je lui donne à boire. Certains ont besoin de sortir faire leurs besoins. Donc, on s'adapte à l'animal. Tout à fait. Alors, c'est très important parce que je sais effectivement que c'est impressionnant. Oui. Et c'est très dur de se contenir et de se Mm, maîtriser soi-même, mm. puisque ces crises sont impressionnantes, sans parler du lien affectif qu'on a avec son Oui, animal. Donc on est en panique totale, mais il faut vraiment se maîtriser. Il ne faut pas se mettre à crier. Il faut pas le toucher parce que c'est ce qu'on a tendance à faire pour l'apaiser. Il faut vraiment le mettre en sécurité, comme tu dis, mettre le plus de confort possible pour pas qu'il se fasse mal et attendre que ça passe effectivement. Alors que nous avons tendance à faire l'inverse parce que oui, en fait, c'est une frustration, on est complètement démunis, hein, lorsqu'il y a une crise épileptique, et on pense que, voilà, on va appeler son conjoint ou quelqu'un en criant parce qu'on est en état de panique nous-mêmes. Il faut mais non. surtout pas, Et on a comme tous tendance à faire ça. Voilà, on ne sait pas. exactement. Mm. Voilà, donc Et faut vraiment ce que j'appelle le post-ictal, donc le moment du réveil, hein, mmh, est peut-être encore plus complexe à gérer. Donc, une fois qu'on a déjà vu une crise d'épilepsie, hein, bien sûr, parce que ça, c'est très émotionnellement difficile, mais le post-ictal est très difficile parce qu'en fait, il y a toute cette période où l'animal, bah, les connexions, elles sont toujours pas faites, en fait. Donc, on a l'impression qu'il est revenu à lui, qu'on oui, peut lui parler, qu'on peut faire des choses avec lui. Et en fait, non, il n'est pas dans son état normal. mmh, Donc, c'est vrai que cette période-là peut être très, très longue, très difficile à vivre. Elle peut durer des heures. mmh. Il faut le laisser décompresser. Il faut le laisser voilà, dans son univers et en fonction de son animal, ben, on adapte notre comportement. Voilà, et s'il s'agit d'une première fois, encore une fois, c'est très important, d'aller voir son vétérinaire, Ouais, d'avoir un diagnostic, précis. bien sûr. Libre à vous après, si vous souhaitez, accompagner le traitement, avec, des approches alternatives, à ce Tout moment-là, à fait. de contacter un naturopathe, certifié, un naturopathe animalier Ouais. certifié, qui va pouvoir vous accompagner et accompagner votre animal, avec des choses, qui vont, essayer on va dire d'apporter le moins d'effets secondaires possibles puisque, le chimique, malheureusement, comme tu nous as expliqué, va faire du bien d'un côté, mais ce sera pas sans conséquence. Mais il le faut quand même. On ne peut pas ne pas s'en passer, surtout dans un tel trouble. Mais comme tu as dit, bah, petit à petit, bah, en accord avec son vétérinaire et en fonction de l'évolution, on peut, peut-être diminuer et apporter des approches naturelles pour, Ouais. l'accompagner au mieux. Oui, je voulais rajouter que lors de la première crise, la prise de sang, elle est très, très importante aussi, Mmh, hein. Il faut aller vérifier s'il y a des paramètres de déséquilibre quelque part, hein, sur la prise de sang qui nous permettent déjà de diagnostiquer parfois
une problématique, sur les électrolytes, enfin voilà, quelque chose qui nous permette de mieux prendre en charge la maladie rapidement. Puis comme tu le dis aussi, on a le choix après de peut-être aussi de se faire accompagner de naturopathes, comme tu le dis très bien, certifiés. J'insiste aussi parce que ça aussi, ce serait bien qu'il y ait, une vraie législation derrière. J'aimerais beaucoup, pour qu'on ait vraiment des gens, formés et qui sachent, nous accompagner, correctement. Mmh. Et ben, c'était le mot de la fin. Je te remercie énormément pour, C'est tout ce moi que qui te tu nous remercie, as Carmen. transmis, pour ce livre, d'accord, que tu as écrit, donc avec tes tripes, puisque Mmh. c'est vraiment ça que l'on ressent dès qu'on commence à lire un petit peu, et quand on t'écoute également, parce que je vois que tu fais beaucoup de live également autour de ça. Je mettrai donc ton adresse mail pour tous ceux qui souhaitent se procurer, ton livre, donc en Merci. description, de cette vidéo. Heu Mmh. je te remercie 1000 fois. Je C'est te moi qui te souhaite remercie, Carmen, et merci à vraiment l'ESNA. ouais, Mmh. je te souhaite vraiment de réussir et j'en doute pas à créer ton projet qui est tout simplement magnifique, donc devenir un relais, pour toutes ces familles démunies, face, à des pathologies, que ce soit l'épilepsie ou autre. Et bravo pour ce que tu es et bravo Merci, pour ce que Carmen. tu as fait. Merci Merci à beaucoup. tous À et à très bientôt. bientôt. Merci.